Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Fonder une famille nombreuse homoparentale en moins de 3 ans, c'est l'incroyable défi relevé par Morgane et Sarah. Bonheur, bienveillance et amour résument parfaitement leur famille. La rencontre, le parcours PMA, la grossesse et l'accouchement, elles nous racontent tout. Moi, c'est Sarah, mariée à Morgane. J'ai 32 ans et bientôt maman de 4 enfants, oui. Alors moi, c'est Morgane, j'ai 32 ans, mariée avec Sarah depuis 2020 et maman de 3 enfants, bientôt 4. Alors, j'ai 2 premiers enfants, Owen et Paolo, qui ont 13 et 10 ans, qui sont issus d'une relation hétérosexuelle. Parce que avant Sarah, j'ai toujours été uniquement avec des hommes et des relations qui ne marchent pas, des relations où l'attachement, je crois qu'il y est, mais il n'y est pas. Et il m'a fallu énormément de temps. Pourquoi tout ce temps, je sais pas. J'ai toujours pas la réponse à ça parce que dans ma famille, il n'y a pas de tabou, j'ai une sœur homosexuelle aussi, j'ai aucun frein par rapport à ça, mais tout bêtement, je me suis pas posé la question. Alors que quand on y pense aujourd'hui, il y a des choses qui... Voilà, j'avais demandé à ma meilleure amie si on pouvait s'embrasser juste pour voir ce que ça faisait d'embrasser une fille. J'avais aucune attirance, mais je voulais tester ça. Il y a des chanteuses que je trouvais vraiment très très belles. Nathalie Imbruglia, si tu passes par là. mais Sarah lui ressemble beaucoup. J'ai bien choisi. Mais voilà, non, je me suis pas posée là-dessus parce que j'avais mes 2 enfants, mon travail, peut-être pas le temps de me poser la question tout bêtement. Et ça a été suite à un énième échec où voilà, j'ai encore fait du mal à quelqu'un parce que j'y arrive pas. Tout simplement, j'y arrive pas. Et là, je me suis dit, si je me mettais sur un site de rencontre entre femmes, tout simplement, et j'ai parlé qu'à une femme et je me suis mariée à elle, en fait. De rencontrer Sarah, je me suis rendu compte que avant, je connaissais pas l'amour. Je pensais savoir ce que c'était, mais en fait, pas du tout. Je me retrouve un peu bête, même encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai fait du mal à des gens et je me suis fait du mal à moi-même en pensant que j'avais un problème, que parce que je ne m'attache pas, il faut que je travaille là-dessus et j'essayais de forcer sur moi et en fait j'allais juste pas du tout dans la bonne direction. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 2 enfants parce que quelque part c'était un petit peu mon projet je voulais être maman, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours intéressée et j'ai fait mes études en parallèle et aujourd'hui je suis super fière de les avoir même si je les ai éduquées toutes seules. Je les ai pas faites toutes seules mais cette personne-là aujourd'hui a décidé de ne plus avoir de lien avec eux, il a refait sa vie à l'étranger et au final ça fait qu'aujourd'hui j'ai enfin ma famille unie, celle que j'ai toujours voulu avoir. On flash d'abord sur une image et une présentation. Donc je lui avais écrit et même elle me répondait pas. En fait, elle voyait pas mes messages et dans sa présentation, elle avait mis son Instagram. Et mais en fait, j'avais vraiment eu un coup de cœur physique en premier et puis du coup, comme elle avait mis son Instagram, forcément, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait défiler, on regarde un peu. Donc j'ai vu que elle peignait, qu'elle était proche de la nature, proche des animaux. Enfin, on se fait quand même une petite idée de la personne quand on voit un fil d'actualité. Donc, j'ai attendu qu'elle me réponde. Et puis, une fois qu'elle a commencé à me répondre, on s'est jamais arrêté de parler. On a parlé peut-être 1 mois, mais vraiment H24. Désolée pour le boulot, mais je discutais
quand même souvent avec elle et on se rythmait mutuellement nos journées ça a été directement. Avec des questions importantes, parce que pas envie de perdre son temps, parce que voilà quoi, on n'a pas 20 piges et moi j'ai 2 enfants derrière et je veux pas me tromper quoi. Oui, parce que moi j'avais pas d'enfant avant elle. Voilà. Et j'avais peur qu'elle ne voulait pas d'enfant et du coup j'ai mis carte sur table. Je lui ai dit est-ce que tu te vois avec d'autres enfants qu'Owen et Paolo ou est-ce que t'es vraiment déçue de tout? Et en fait avant qu'elle me demande c'était non. Et en fait quand elle m'a posé la question bizarrement j'ai répondu pourquoi pas. Mais je lui ai dit si ça colle et si je me vois me marier parce que ça c'était vraiment et ouais non pour moi dire oui pour le mariage c'était oui pour tout finalement. C'est vrai que la demande, je me souviens la demande de mariage. Oh là là. Sur un jet ski à fond les ballons et moi en train de gueuler derrière. Ouais, ça va trop vite. Il y a trop de vagues, j'en ai dans les yeux. Et elle, le Dieu m'a épousée. Je me suis dit ouais, on va mettre un peu d'action quand même. Hein. Mais putain, oui, j'ai pas entendu. Non, j'avais entendu. Oui, j'ai dit oui, mais arrête, s'il te plaît. Ah oui, non, le genou par terre, c'est pas trop notre truc. Non, là c'était bien, à 100 km/h. Ouais, au moins. Je crois que quand Sarah a aménagé du coup rapidement chez nous, parce que du coup elle a quitté son travail, elle était dans le département d'à côté, elle a tout quitté pour venir s'installer avec nous. Et oui non, tout s'est fait vite quoi. 1 mois après, Paolo demanda à Sarah s'il pouvait l'appeler maman. Et avant, il posait des questions. Ah ouais, il disait toi ta maman, pourquoi tu l'appelles maman? C'est mignon d'appeler maman et toi tu voudrais pas que je... Ah là, il a sorti un truc, il avait prévu son schéma. Oui, parce que ma mère, je l'appelle Man. Je fais maman. Et puis du coup, il a dit moi je peux t'appeler Man. Je dis bah oui, bien sûr. Et depuis c'est comme ça et Owen a suivi derrière. On lui a... Enfin, elle a pris le temps... Enfin, on laisse faire en fait. Paolo a eu besoin, je pense, de pouvoir coller un mot famille sur notre toit et je pense que c'est comme ça qu'il a rattaché vraiment Sarah à nous en mode on fait qu'un là, ça y est, on est une famille quoi, qu'on n'avait jamais eu avant. Mais quand je suis arrivée dans la vie de Morgane, j'ai eu très peur des questions des enfants. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas me parler. Enfin, j'espère qu'ils vont pas me poser des questions un peu indiscrètes ou pas. Et là, il me dit, t'es la copine de maman? Tout début, hein. Je dis, oui. Mais t'es très proche de ma maman? Je dis, ah. Bon, je sais que j'étais pas discrète. Ça, c'était avant que tu viennes vivre à la maison. Parce qu'elle est venue plusieurs fois. Parce que moi, il était hors de question d'entamer quelque chose sans avoir... leur avis, leur ressenti, et puis aussi leur expliquer que maman elle aime les femmes maintenant. En fait elle les a toujours aimées mais elle s'est pas écoutée et puis fallait aussi que je leur donne une explication pour que ce soit clair pour eux et c'était hyper important pour moi de poser les choses avec eux et que ce soit ok. En fait juste que ce soit ok, que maman elle sera heureuse comme ça. Et qu'avant, elle n'était pas forcément heureuse en amour et que c'est comme ça qu'elle sera heureuse. Voilà. La phrase qui a vraiment déclenché, c'était en balade. Il a dit est-ce que tu es amoureuse de maman? Je dis, ça, c'est peut-être le bon moment, en fait. J'ai dit moi, tu lui diras moi, oui. Mais demande-lui si elle aussi. Et en fait, dans la démarche, je l'ai fait un peu participer. Du coup, il y allait, il a dit « Maman, Sarah, c'est au tout début, hein, Sarah, elle a dit qu'elle était amoureuse, mais elle a dit à une condition que toi aussi. Est-ce que toi, tu l'aimes ?» Et après, elle a dit « Oui, dis-lui que moi aussi. » Et après, il a dit « Ouh, les amoureuses, ouh, les amoureuses. » En fait, c'est parti comme ça, quoi. Et c'était parti dans le jeu, et tout doucement, ils ont su qu'on vraiment, c'était pas de l'amitié, on s'aimait vraiment. Mais du coup, voilà, ça s'est fait rapidement, mais d'un autre côté, ça s'est fait super en douceur en fait. Enfin, j'ai la chance d'avoir 2 enfants hyper ouverts, hyper à l'écoute. Surtout, on peut aborder tous les sujets avec eux. Après, j'ai toujours parlé avec eux de beaucoup de choses.
Voilà, Paolo, voilà, même quand ça s'est su à l'école, il était fier de dire qu'il a 2 mamans après quand il a appelé Sarah maman, mais il en était tellement fier qu'il en parlait à tout le monde. Et du coup, on l'avait prévenu qu'il pouvait avoir des petits copains qui peuvent avoir des remarques pas très gentilles parce que dans leur famille, voilà, il y a encore des gens qui n'acceptent pas des familles comme ça et en fait, il a jamais été blessé. Alors forcément, il y a eu, mais il s'est jamais laissé démonter, on va dire. Ça ne l'atteint pas en fait. Et ça, c'est une chance énorme. Et Owen, pareil, alors qu'Owen, elle est rentrée, c'était la période où elle rentrait au collège en plus. Et au final, toutes les copines qu'on invite, elles nous demandent qu'on les adopte. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir parce qu'ils ont une espèce de fierté, comme nous, quoi. De ce qu'on est, de ce qu'on dégage, de ce qu'on représente. Et ça, c'est une chance énorme. Et là, ils ont déjà une ouverture d'esprit et quelque chose de tellement simple chez eux. Et comme par exemple, elle avait un exposé sur l'homosexualité et je lui ai dit, par contre, les gens, ils vont te poser des questions. C'est obligatoire après un exposé. Et j'ai un peu posé les questions les plus compliquées, du sens contraire. Je lui ai dit, est-ce que... et s'il y a quelqu'un qui est contre... puis elle me dit, mais pourquoi ? J'ai pas compris, je comprends pas pourquoi on peut être contre. Normalement, on peut pas me poser des questions pareilles. Et je lui disais des questions qui faisaient plus ou moins... qui peuvent faire mal aussi, quoi, pour pas qu'elle soit surprise devant la classe. Elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi on me pose des questions comme ça. Parce que pour elle, c'est normal. Du coup, ça a été dans nos premières questions, quand on apprenait à se découvrir, est-ce que tu veux des enfants, etc. Moi, forcément, j'y connaissais pas grand-chose de la PMA. Du coup, on a fait des recherches avec Sarah, on a regardé comment on devait faire, où aller. Et du coup, ça s'est fait rapidement, parce qu'en général, quand on a une idée derrière la tête, moi, j'aime bien tout savoir. Dès que j'ai un projet, savoir où, quand, comment, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Du coup, quelques mois après, alors on va dire, je crois que c'est en février, j'avais envoyé une demande d'information directement depuis le site de la clinique qu'on avait choisi. Donc c'est Girex à Gérone. Donc pourquoi on a choisi celle-là ? Tout simplement parce que c'est la plus proche de chez nous. Et que comme on avait vu que on était prévenu seulement quelques jours avant de la date exacte et de l'heure où les choses devaient se passer chez eux, on trouvait ça cool de pouvoir y aller en voiture. Donc ils m'ont appelé pour nous expliquer comment ça se passe. Très gentil, ils parlent bien français. Et pour nous, c'était clair qu'on tenterait la fibre au pas. Donc, qui est la seule technique qui nous permette d'avoir un vrai bébé à 2. Au moins, on a impliqué toutes les deux. On a des traitements toutes les deux. Et puis, on doit s'épauler chacune mutuellement à des moments différents. Donc, c'est vraiment... Il y a comme un switch au bout d'un moment. C'est Sarah a eu un traitement hormonal, puis une ponction ovocytaire. Donc, j'ai fait toutes ces piqûres... plusieurs fois par jour, la dernière dans une chambre d'hôtel en catastrophe parce qu'il y a des heures à respecter. Et du coup, elle a été opérée pour cette ponction ovocytaire. Et puis hop, une fois que c'était fini, c'était à mon tour d'avoir le traitement pour accueillir. Donc on a eu un premier transfert frais de 2 embryons. Je les ai pas gardés, ça a été positif, mais j'ai fait une fausse couche par la suite. On s'est gardé 1 mois. Où pareil, on a décidé de se renseigner sur tout ce qu'on pouvait mettre en place pour favoriser une accroche, parce que là, il y avait eu un bug au niveau de l'accroche. Donc je m'étais rendu compte que j'avais eu des mauvaises infos sur les traitements que je devais prendre. Tout con, hein, on m'avait dit 3 fois par jour, mais on m'avait jamais dit qu'il fallait 6 heures entre chaque prise. Truc tout bête, donc tu te lèves à 10 heures, tu prends à 10 heures, mais tu manges à midi, tu prends 2 heures après, c'est pas bon. Et c'est plein de petits détails qui, je pense, ont fait que l'accroche n'était pas assez costaud. Donc on a décidé de mettre en place aussi de l'ostéopathie,
de la médecine chinoise, de surveiller notre alimentation, l'acupuncture, la médecine chinoise, les pierres au bracelet. On avait des graines dans les oreilles. On trimballait partout, là. Mais ça, c'était avant le transfert. Voilà. Pareil, on a fait tout ça avant et on a vraiment fait on a fait notre protocole à côté, en plus du protocole médical. On a mis en place avec toutes les infos. J'étais à minuit en train de lire des comptes rendus canadiens. Enfin, vraiment, j'ai été chercher des infos partout. Et tellement ça a été dur de trouver toutes ces infos, on a décidé de tout regrouper en un post sur Insta pour donner toutes les infos qu'on avait galéré à trouver. Même l'eau, tout bête, mais boire de l'eau minérale ou de l'eau de source. Pareil, des aliments à éviter absolument. Et qui, je pense, ont contribué à ma première fausse couche. C'est qu'on dit tout bêtement, mais l'ananas, c'est l'aliment de la PMA. Pas du tout. En fait, c'est un aliment qui va être peut-être cool avant le transfert pour faire maturer les ovocytes et avoir une belle ponction. Si ça doit avoir un effet, c'est à ce moment-là. Mais si tu manges de l'ananas après un transfert embryonnaire, tu vas te taper des crampes. Et ça provoque des fausses couches, en fait. Et moi, je me suis goinfrée d'ananas parce que j'avais lu que l'ananas, c'était l'aliment de la PMA. On a suivi ce protocole-là qu'on s'était construit. Pour Léa, ça a marché. Et Sarah s'est calquée sur ce protocole-là et ça a marché aussi. Donc, on se dit que c'est peut-être pas déconnant ce qu'on a trouvé comme info à droite à gauche. Donc après, on a eu Léa. C'est l'ovocyte de Sarah. La clinique choisit un donneur qui a métré physique en fait. Et donc il fait ma taille, on sait qu'il est blond, aux yeux bleus. Et c'est moi qui porte. Et par la grossesse, elle reçoit, ça c'est super important, c'est par la grossesse et par le fait que je la porte moi, elle reçoit aussi de mes gènes. Donc Léa a vraiment nos 2 gènes à toutes les 2. D'où le fait qu'on ait choisi cette méthode-là, quoi. C'est vraiment, on trouve ça tellement beau que... Et Léa, en vrai, a vraiment de nous 2, quoi. Enfin, c'est véridique. C'est véridique. En fait, on a... donc, nos prises de sang sont parfaites. Et on a l'écho de datation qui est prévu au mois de novembre. Et donc j'étais à 5 SA plus 5. On fait l'écho et elle me fait très mal. Elle me fait horriblement mal et en fait suite à cet écho j'ai des saignements. On va aux urgences. Donc on voit que son petit cœur bat toujours. Donc on avait vu le cœur à 5 SA plus 5 donc on était contente parce qu'on savait que c'était un peu tôt. Et aux urgences, il me dit que bébé est toujours là, il y a toujours le petit cœur mais il y a un décollement énorme. Donc je rentre et je reste alitée pendant 5 semaines. Au bout de 5 semaines, je crois qu'on refait une écho. Enfin, du coup, on faisait des échos, je crois, toutes les 2 semaines pour vérifier au niveau du décollement, tout ça. Donc 5 semaines après, il était encore là, mais j'arrivais à me lever, j'avais plus de saignement quand je bougeais. Et en fait, du coup, 5 semaines après, je me lève juste en bas je descends des 2 étages de notre appartement pour aller faire ma prise de sang mensuelle et je remonte et je ressaigne. Donc j'étais à 10 SA, donc là on retourne aux urgences. Ça se passe pas bien à l'hôpital dans le sens où Sarah ils l'ont laissée dans la salle d'attente. Donc ça a été très compliqué à gérer ce moment-là. Et c'est une gynéco très très froide qui me reçoit. Elle me dit bébé il est là, hein. Je le voyais bouger à l'écho. Mais elle me dit mais là le décollement vous allez le perdre. J'ai dit mais je fais quoi? C'est quand? Enfin, dans ces moments-là, je crois qu'on a des questions un peu cons, mais j'étais là, mais ça va se passer quand? Elle me dit, ça peut arriver demain ou dans un mois, prenez du Spasson et du Doliprane. Et là, je ressors et Sarah, la question qu'elle me demande, c'est comment elle va bébé? Je dis, elle va très bien, mais je vais le perdre. Et là, ça a été, mais je crois que j'ai un blackout de ce moment-là parce que j'ai aucun souvenir du retour à la maison, par contre. Et ça y est, elle chiale. Et en fait, je rentre et je dis, je m'en fous, je m'alite.
Donc là, alors moi je suis en CDI salarié, donc là j'étais déjà à 5 semaines d'arrêt. J'ai dit je m'en fous. Je m'en fous. Je me dis au moins j'aurais tout fait. En fait, que là si je fais une fausse couche en étant alitée, c'est que oui, il y avait rien à faire, mais au moins je me donne toutes mes chances quoi. Mais alors j'avais des nausées, des vomissements, mais horrible. Horrible, horrible. Et ça a été un moment... du coup, il y a eu encore plus de 5 semaines d'alitement. Parce que vraiment, quoi. Et pareil, je prenais des échos toutes les 2 semaines. Alors, pas au même endroit. Alors, j'ai grugé, hein. Je l'avoue, j'ai grugé. Mais là, c'était physique parce que je dépérissais mentalement, quoi. Je passais mes nuits à lire des... Ah oui, non, j'ai oublié un truc. Quand je suis allée voir cette gynéco aux urgences, elle m'a dit que j'allais perdre mon bébé parce que j'avais un décollement et elle trouvait que le sang était dilué. Elle m'a fait le test du liquide amniotique qui était positif. Donc pour elle, j'avais un décollement avec une rupture de la poche des os. C'est pour ça qu'elle a été catégorique, j'allais perdre mon bébé. Très important. Parce que j'ai passé mes nuits à faire des recherches. Vraiment. Elle m'engueulait, hein, Sarah m'engueulait, elle me disait sors ta tête de ton téléphone, arrête d'aller sur des forums. Sauf que j'allais pas forcément sur des forums, j'allais lire des études que je mettais sur Google Trad. Et c'était des études de 168 pages, je me rappelle. Une étude de gynécologie. Et que je mettais sur Google Trad et que je traduisais. Et je me suis raccrochée à un truc que j'ai lu. C'était que un test, et ça maintenant, mais je fais passer l'info tellement partout parce que c'est très important. Un test du liquide amniotique fait pendant le premier trimestre peut apporter un faux positif. Et on peut aussi avoir un test du liquide amniotique avec un faux positif quand il y a du sang. Et moi, j'avais les deux. J'étais dans le premier trimestre et il y avait du sang. Je me suis raccrochée à ça et c'est ça qui m'a fait tenir. C'est ce que j'ai lu justement sur cette fameuse étude. Donc ça, c'était le 31 décembre. Parce que j'avais demandé à cette gynécologue, est-ce qu'il y a moyen que mon bébé s'accroche et que la poche se referme? Est-ce qu'il y a une chance que je me sorte de là? Elle m'a dit, je dois voir ça peut-être une fois par an. Et j'ai dit, on est le 31 décembre, ça sera peut-être moi cette année. Voilà. Je me rappelle, je lui ai dit ça. Et du coup, je suis restée alitée 1 mois et demi, mi-février, on fait une écho. J'ai pleuré, je lui ai dit, faites-moi le test du liquide amniotique, s'il vous plaît. Parce qu'on fait une fixette, hein. Et mi-février, lors de cette écho, j'ai demandé au gynéco qu'il me refasse le test du liquide amniotique. Parce que, j'avais toujours l'impression de perdre un petit quelque chose. Et puis, on psychote. C'est déjà que de base, on psychote parce qu'on a toujours peur d'une fausse couche. Mais là, il fallait guetter le sang et le liquide amniotique. Donc en gros, tu prends ton papier toilette et tu le respires pour voir si ça a une odeur ou pas. On ne vit plus. La moindre douche, je faisais gaffe. C'est Owen qui me coiffait parce que comme j'ai les cheveux très longs, ça me fait forcer. Donc c'était Owen, elle me faisait des tresses africaines pour que je tienne le plus longtemps possible comme ça. Et le test a été négatif mi-février. Donc on a clairement pu souffler que à ce moment-là, alors que j'étais enceinte que depuis fin octobre. Donc une grossesse en suspens les premiers mois. Donc on a appris après que c'était une petite fille et on a eu 1 mois de répit. Là, j'ai pu profiter de ma grossesse pendant 1 mois. Et après, il y a l'anémie et le diabète gestationnel qui sont venus s'inviter. Et là, ça a été de nouveau une descente aux enfers parce que au début, j'avais juste à me piquer et en faisant attention, les taux étaient bons. Et en fait, ça a dégringolé tout seul, quoi. Le diabète s'est empiré, donc je suis passée ensuite sous insuline. Et clairement, jusqu'à l'accouchement, j'ai jamais pu réguler mon diabète malgré l'insuline. Donc on avait une diabétologue qui était pas forcément à l'écoute. On lui disait que je perdais du poids. On lui disait que je m'enfonçais dans une espèce de dépression parce que pour la première fois de ma vie, j'ai connu la vraie faim. La faim qui fait pleurer et qui fait mal au ventre. Et voilà, au lieu de prendre un peu de poids comme une grossesse classique, j'en perdais. C'est Sarah qui gère les repas à la maison et elle pesait tout. Elle dosait tout. J'avais le bout de fromage, il était coupé en 1000 morceaux parce que elle faisait au gramme près.
Et des fois, je mangeais qu'une salade, mais tout n'était pas bon. Et la diabétologue, elle disait qu'il fallait que je réduise la salade. À la fin, à chaque fois que je me piquais, que je me faisais les piqûres d'insuline, je pleurais. À chaque fois que je mangeais, je terminais mon repas en pleurs parce que j'avais encore faim. Un état dépressif, mais vrai, profond. Et j'ai décidé de tout envoyer valser à... J'ai eu une écho à 36 semaines qui disait que mon bébé avait un poids tout à fait normal, que mon bébé allait tout à fait bien. Alors j'ai pris le risque, je sais pas, mais j'ai fait le choix pour ma santé mentale surtout, parce que je pouvais plus tenir, d'arrêter de me piquer. Les 2 dernières semaines de ma grossesse, de toute façon, ils avaient prévu un déclenchement à 39 semaines. Parce que quand il y a un diabète, on déclenche, même si le bébé va bien, même si la maman va bien. Enfin, dans tous les cas, ils décident de déclencher à 39 semaines. Donc j'ai décidé à 37 semaines d'arrêter de me piquer. Je vérifiais mon taux de temps en temps. Et bizarrement, quand j'ai lâché prise, mes taux étaient corrects, sans insuline à la fin. C'est la grossesse où j'ai pris le moins de poids. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, je regrette pas d'avoir... tout envoyé. Alors je gardais un œil dessus parce que je continuais à regarder mes taux, mais j'ai arrêté l'insuline et je mangeais à ma faim, sans faire d'excès parce que Sarah surveille énormément tout ce qui est nourriture à la maison. Donc je ne faisais aucun excès, mais je mangeais à ma faim. Et j'étais trop heureuse. Les 2 dernières semaines, on allait promener le soir parce qu'on disait si ça se déclenche, ça se déclenche. Et je mangeais... Et je garde un très bon souvenir des 2 dernières semaines de ma grossesse. Et heureusement, parce que l'accouchement a duré 3 jours et que j'avais besoin de force. En fait, on arrive le jeudi, le matin, et on nous explique qu'on va avoir une pause de tampon. Et puis 2 heures de monito, et après on ira en chambre, et puis c'est attendre sagement que ça se déclenche. Donc le tampon, celles qui savent, c'est pas forcément agréable. Donc ça déclenche de suite des contractions. Et là je me dis yes, c'est aujourd'hui, je le sens. Je faisais trop la belle, j'étais là, vas-y, je me mets sur le ballon, je fais des ronds, j'avais des contractions, mais de ouf. La contraction, tu t'arrêtes de parler quand tu l'as. Donc, une contraction, quoi. Et dans l'après-midi, donc je reste toute la journée comme ça. Dans l'après-midi, on fait le point par rapport au tampon. Je crois que c'était l'après-midi. Hein. Peut-être là, au niveau des heures, je vais pas être très juste, mais on fait le point pour voir où ça en est. Et là, le col, il a pas bougé. Donc, je me dis, ok... Je me tape une journée... le tampon, c'est 24 heures. Donc, elle laisse le tampon la nuit. Et là, je commence à désespérer au niveau de la douleur. Et moi, il faut savoir que je suis pas très médicament. Encore moins antidouleur. Et j'ai jamais été opérée. J'ai jamais subi d'anesthésie générale. J'ai jamais eu de médicaments forts ou de choses comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui me propose de la morphine. J'ai eu un temps de réflexion, je crois. Et puis, j'ai dit oui parce qu'elle m'a dit « faut garder des forces pour après ». Et là, je me dis, dans ce sens-là, je dis oui parce que j'arriverai pas à dormir comme ça. Sensation de ouf. Je me sens partir. Je sais que j'ai dit tout et n'importe quoi. Après, ça m'a mis dans un état. Elle parlait, je sais même pas ce qu'elle racontait. J'étais en train de la regarder. Je sais même pas ce qu'elle dit. Elle dit wow. Je pense qu'ils avaient mis la dose. Hein. Je me rappelle avoir vu la dame qui m'a piqué rigoler. Elle a rigolé, la dame. Le médecin, quand il t'a vu, il dit ça va, ça fait ouh. Donc je me rappelle plus de la nuit. Donc je suppose que j'ai dormi après. Et du coup, 24 heures après la pose du premier tampon, elle enlève le tampon, puis dans la nuit, le col n'avait pas bougé non plus, quoi. J'étais même pas à 1, quoi. Rien. Donc, et puis elle me dit, comme c'est un 3e bébé, le col, il peut lâcher d'un coup. Donc, on y croit, on va poser un 2e tampon. Je dis, vous êtes sûrs, là, parce que ça devient longuet, l'histoire, un peu, hein. Elle me dit, oui, c'est le protocole. Ok, 2e tampon.
Et là, je lui dis, je te jure que je vais aller marcher dehors. Je te jure qu'elle va sortir aujourd'hui. Elle me pose le tampon et les contractions, allez, c'est reparti à fond les ballons, quoi. Donc là, je lui dis, allez, on va marcher et tout. On va marcher un peu le matin. Le midi, je crois qu'on fait le point, il n'y a rien. Non, je voulais pas faire le point. Parce que le tampon, ça irrite. Et ouais, ça irrite, ça fait un peu gonfler à l'intérieur. Donc ça devient très sensible. Un toucher vaginal devient très très sensible au bout d'un moment avec une pose de tampon. Donc je ne voulais pas être examinée de toute la journée. J'ai une question. La fois où on est resté dehors, enfermés. J'en viens, c'est là. C'est là le plus drôle. Le tampon et qu'on était resté dehors et qu'ils ont éteint les lumières. Ils m'ont dit à 9h, on fait le point, on enlève le tampon et on fait le point sur le col. J'avais des contractions pareilles, j'étais restée on m'avait proposé de la morphine et j'ai dit je prendrai que de la morphine pour dormir. Je vais tenir la journée sans rien. Et comme je voyais que on arrivait le soir et que j'allais avoir mon fameux toucher vaginal pour voir où on en est, j'ai dit on va aller retourner dehors, faire un tour. On va dehors, devant l'entrée. Extinction des feux derrière notre dos, elle ferme la grille. Elle me laisse avec elle, avec le tampon. Dehors, okay. J'en pouvais plus. Là, je me mets à pleurer toute ma vie parce que c'est vraiment, pour moi, j'étais en plein travail, quoi. À chaque contraction, je me baissais, j'étais à moitié par terre, elle me soutenait comme pas possible. Je pleurais, on croisait des gens qui disaient pour bientôt, hein. Et en fait, pour rentrer dans l'hôpital, hier, il faut passer par les urgences. Oui, pas de souci, sauf que les urgences, faut monter une côte. Et il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien du tout. C'est le but des urgences hier, c'est de monter en bagnole et de laisser la personne devant la porte. Sauf que nous, on était à pied. Donc on s'est tapé la côte. Et là, j'en pouvais plus. Et je voyais des médecins, je voyais des pompiers, je voyais le SAMU. Il y avait tout ce qu'il me fallait, mais personne bougeait. Et du coup, Sarah est allée demander une chaise roulante et m'a reconduit au bon étage avec la chaise roulante, mais j'en pouvais plus, quoi. Donc là, j'étais là, c'est sûr, c'est lancé, c'est sûr. Toute la journée, ça fait 2 jours, il me tape des contractions. Mon col, il a lâché, c'est sûr. 1 centimètre. Et là, je me suis écroulée. Alors, faut savoir qu'à la base, j'avais un projet de naissance, c'était d'accoucher dans la salle nature sans péri. Et ce soir-là, j'ai demandé une césarienne. J'ai dit, je tiendrai plus là. Psychologiquement et physiquement, je suis à bout, ça fait 48 heures. Et à chaque fois qu'on m'examine, c'est dans la douleur et c'est pour me dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je peux plus. Je peux plus. Donc, on m'a dit, on peut rien vous faire ce soir. Donc, vous retournez en chambre, on va vous remettre de la morphine et on fait le point demain matin. C'est soit un déclenchement par ocytocine, en perf, quoi, ou une césarienne s'il n'y a rien qui se passe. Donc là, le deuxième shot de morphine, j'ai l'impression qu'il était encore plus fort que le premier. Et je me rappelle, je me suis sentie mal à ce truc, ça m'a fait comme si on s'asseyait sur ma poitrine. Et je me rappelle avoir eu très 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 peur quand j'ai eu ça. J'ai eu très très peur, j'ai suffoqué, j'avais l'impression qu'on m'écrasait. Et puis la nuit, ça a été un peu plus compliqué, mais grâce à la morphine, j'ai quand même pu me reposer un petit peu. Et du coup, le lendemain matin, sur les coups de 8-9 heures, on m'examine. Même dans la nuit, c'est rien passé. Donc là, je leur ai dit, je crois que si vous me reproposez un tampon, je vous le fais bouffer. Clairement, il est hors de question que déjà... à l'intérieur, j'avais une douleur, c'était tout irrité, c'était très douloureux. Donc on m'a dit perf. Et j'ai dit d'accord. Et ils m'ont dit puisque on sait que la perf va sûrement faire déclencher les choses ou alors on vous passera en césarienne, on vous pose la péridurale tout de suite. Et j'ai dit oui. Donc là ça a été bizarrement hyper rapide. Je me suis retrouvée en salle de naissance tout de suite. L'anesthésiste est arrivé tout de suite. On m'a posé la perf. 10 minutes après, j'avais la péri. On m'a mis d'ailleurs une dose de cheval parce que
pour Paolo, j'avais pas de péridurale, mais pour Owen, j'en avais eu une. Et je sentais clairement plus mes jambes, quoi. Je l'ai touché, je l'ai pincé, on m'avait mis une grosse dose. Du coup, j'ai été déclenchée par perf vers 9h du matin et Léa est arrivée à 9h du soir. Mais bon, j'étais pas dans la douleur, ça a été une journée longue, mais plus dans la douleur, et ça m'a fait, je me rappelle m'être reposée vraiment toute cette journée-là, et heureusement, parce que ça s'est pas bien passé après. C'est quand j'ai été à 9 cm, elle restait haute. Donc elle m'a dit, et moi j'avais envie de pousser, donc on m'avait dit va falloir y aller très très fort parce que le col est ok, mais elle descend pas, quoi. Donc on a tout donné. On a tout donné et ça a duré peut-être 20 minutes, donc je pense que c'est plutôt correct. Sauf que à la fin je faisais de la fièvre et c'est moi qui allais plus trop bien. Donc Léa est sortie, elle a pleuré, c'était un souvenir parfait qu'on a filmé d'ailleurs et qu'on regrette pas d'avoir filmé parce que on l'a pas regardé un an après encore la vidéo parce qu'on se sent pas capable de la regarder, mais on l'a mis sur Insta. On a mis un petit bout sur Instagram et rien que ce petit bout là on n'arrive pas à le regarder sans pleurer, donc les 20 minutes je pense que c'est compliqué. Et en fait, suite à ça, le placenta ne sortait pas. Donc à chaque fois, elle me disait, j'attends encore 2 minutes. Et moi, en fait, je m'enfonçais. Elle nous l'a dit après parce qu'on s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais ça n'allait pas du tout. Moi, je me rappelle que j'avais été chaud, froid, ça allait pas trop. Mais mon bébé, il était là, donc en fait, tu prends pas trop le temps de faire le check-up de ton propre état, quoi. Et elle m'a dit, on a 2 solutions. C'est soit la césarienne, soit je vais le chercher. J'ai dit, go, hein, on va le chercher. Sauf que ça a été un moment assez traumatisant dans le sens où ils m'ont laissé Léa sur moi. Et j'avais du coup les pieds dans les étriers et elle a enfoncé son bras jusqu'à son coude en moi. Et la douleur a fait que je relevais les fesses, je hurlais de douleur. On voyait qu'elle grattait de l'intérieur. Et je sentais tout son bras aller chercher tout ce qu'il y avait, aller chercher dedans, quoi. Donc là, il y a plus de péri. Enfin, j'étais totalement consciente de tout ce qui se passait. Et là, elle sort le placenta en lambeaux. Puis au bout de 5 minutes, je vois qu'elle reste longtemps figée sur ce placenta. Elle le regarde, elle essaie de le reconstituer. Elle me regarde, elle me dit, je suis désolée, je crois que j'ai pas tout, il faut que j'y retourne. Et là, je me suis dit, si je commence à réfléchir, je vais vriller. Donc j'ai dit maintenant. Maintenant. Et là, le temps de reprendre la petite. Et puis ouais. T'étais encore en train d'hurler avec la petite sur toi. Ouais, en fait, pareil, Léa était toujours sur moi. Et elle y est retournée, quoi. Et je sais pas du tout combien de temps ça a duré, par contre. Si c'était rapide, pas rapide, j'ai pas du tout conscience du temps que ça a pris. Je me rappelle juste que cette douleur était abominable. Et après, je suis encore restée en surveillance parce qu'elle trouvait que je saignais énormément. Même Sarah, hein, elle la regardait, elle est restée choquée du flot qui sortait, quoi. Donc ils avaient peur que je fasse une hémorragie. Donc elle appuyait comme ça sur ton ventre très fort et il y avait une quantité de sang qui sortait, mais en jet, quoi. Incroyable. Et moi, j'avais pas du tout conscience. J'avais l'impression que j'étais à moitié hors de mon corps, quoi. J'avais le réflexe de tenir Léa. Et en fait, j'étais vraiment concentrée à tenir mon bébé, en fait, à pas avoir conscience du reste. Si elle avait pas fait ça, tu serais peut-être pas là aujourd'hui, hein, parce que t'avais de la fièvre et c'était... Elle nous l'a dit après qu'il y avait... parce que c'est vrai que d'un coup, il y a plein de gens qui sont arrivés dans la chambre et... C'était une urgence.
il y avait un état d'urgence. Mais c'est vrai que moi, à mon niveau, et d'ailleurs je pense que c'est une histoire de professionnalisme de l'équipe aussi, j'étais pas très consciente du truc, quoi. Pour moi, le placenta n'était pas sorti, elle allait le chercher, c'est tout. Après, une fois qu'on est rentré en chambre, c'était vraiment derrière moi. C'était terminé. La grossesse, l'accouchement, enfin ça aura vraiment été un... C'est pour ça, là, quand je vois la grossesse de Sarah, je me dis c'est trop bien. C'est trop bien quand tout se passe bien. Elle a eu aussi de petits décollements au début, mais elle n'a pas eu besoin d'être alitée. Enfin, elle est restée au repos, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Parce qu'à la base, j'ai eu peur de l'accouchement, d'où le fait que, pour moi, j'avais envie de porter une grossesse, mais j'avais peur de passer l'étape de l'accouchement. Mais en étant avec Morgane et ayant vécu aussi l'accouchement difficile, je pense que ça a été un électrochoc finalement positif, parce que finalement je garde le bon côté. Je me dis, on a un beau bébé, elle est en bonne santé, tout se passe bien. Morgane a vécu un accouchement difficile et dangereux. Et aujourd'hui, elle va bien. Donc, je vois pas pourquoi je pourrais pas y arriver. En fait, finalement, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Il fallait que je le voie de mes propres yeux. Ouais. Oui, parce qu'en soi, j'ai accouché le 17 juillet. Et fin août, elle me disait... on demande à la clinique ce qu'il faut comme examen pour un prochain transfert. On leur demande, on leur demande. Donc, mais un mois après, elle a eu ce déclic. Alors que quand elle était enceinte, j'avais l'impression de vivre aussi une grossesse. À risque. Moi-même. Ouais. Et j'étais là, je dis, j'aimerais bien que ce soit moi, au moins pour la soulager, j'aimerais bien prendre le bébé, comme ça elle se repose, plein d'images comme ça. Et à la fois, quand elle avait des moments où elle caressait son ventre et que le bébé bougeait à l'intérieur, je trouvais ça tellement beau que, mis bout à bout, j'avais envie de porter. Mais ça, j'ai toujours l'angoisse de l'accouchement. Je le cache pas. Je suis à combien de... 33 aujourd'hui. 33 aujourd'hui. Enfin, je trouve ça... Je dis, mais en fait, c'est un stress en continu, quoi. Et après, bon, je sais qu'il y a des mamans qui rêveraient d'être à ma place. Et je suis très heureuse de porter la vie. J'ai voulu. Mais j'ai pas envie de cacher mes émotions. J'ai pas envie de... On a tous des angoisses. Voilà, et moi, mon angoisse, j'ai pas envie de la refouler. Je préfère en parler, le dire. Mais malheureusement, elle sera dégagée de cette angoisse quand elle aura accouché. Donc, mon but, ce sera juste d'être là pour pas qu'elle perde pied si jamais elle a la douleur et que elle a du mal à gérer à des moments, mais je me fais aucun souci. Enfin, elle gère 3 fois mieux que moi la douleur. Et puis j'ai dit, il y a des femmes qui accouchent en pleine conscience et on peut même avoir des orgasmes en accouchant, ça existe. Mais voilà, être consciente que ça va se passer et qu'on peut pas revenir en arrière et que là, il va bien falloir qu'il sorte au bout d'un moment, mais que dans tous les cas, elle sera contente quand ce sera fait. Elle sera fière et contente. Ouais, un petit saut Anna. On a fait notre FIV, on a eu 5 embryons. Donc on en a perdu 2, il y a eu Léa, il y a Sohan, donc il nous en reste un. On ne peut pas laisser. Enfin, et j'aimerais vraiment qu'on en ait un autre. On peut pas. Pour le coup, on s'entend bien toutes les deux, il n'y a pas de discussion, c'est clair comme de l'eau de roche. Et s'il s'accroche pas, mais on peut pas le laisser. Non. Impossible. Donc on va remettre de côté.
On va remettre de côté. Donc, ouais, non, moi, je suis fière. Je suis fière. Ça c'est clair que ça a mis du temps. Mais d'un côté, je me dis, je préfère que avoir fait mon coming out tard, mais de pas m'être trompée, en fait. Que de l'avoir fait plus tôt et de pas être tombée sur Sarah ou voilà, quoi. Là, au moins, ça a été... je me suis rendu compte du truc, j'ai de suite fait les bons choix. Voilà, quoi. Mariée, bébé, et... Qui sait? Avec bébé Swan. Ouais. On revient avec. Ah bah oui. Et tu seras enceinte encore. C'est drôle, hein? On en reparlera. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!